Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 38e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Si c'est votre première écoute, bienvenue. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier, podcasteuse passionnée par l'autonomie financière, notamment celle des femmes. Cet épisode est le deuxième de la série Handicap et indépendance financière, une série importante, précieuse même pour toutes celles qui vivent avec un handicap, accompagnent des proches en situation de handicap, qui se sentent concernés ou qui s'intéressent au handicap. Ça fait du monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, comment trouver un emploi qui est compatible avec votre handicap, vos besoins, votre rythme, vos contraintes. Parce que en réalité, lorsqu'on est en situation de handicap, lorsqu'on est handicapé, on ne veut pas juste avoir un travail. On veut un emploi digne, stable, qui respecte nos besoins réels, pas un poste qu'on subit. Lorsqu'on est en situation de handicap, avoir un emploi signifie plus que gagner de l'argent, plus qu'avoir un revenu mensuel stable. Cet épisode se compose de 5 parties. Partie 1, pourquoi est-il souvent plus difficile de trouver un emploi quand on est en situation de handicap? Partie 2, ce que dit la loi et que beaucoup ignorent. Partie 3, comment identifier un emploi compatible avec votre réalité. Partie 4, les ressources à connaître absolument. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Commençons. Mais avant de commencer, pardon, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre de quoi noter. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne plus jamais louper un seul épisode. Et dès à présent, vous pouvez aussi partager ce précieux épisode à au moins une femme de votre entourage. Je suis certaine qu'elle vous remerciera et moi aussi. J'espère que vous êtes prêtes. Si ce n'est pas le cas, faites pause, le temps de vous installer. Et c'est parti. Partie 1. Pourquoi est-il souvent plus difficile de trouver un emploi quand on est en situation de handicap? Avant de répondre à cette question, voyons ce que disent les chiffres. En France, une personne sur 5 est concernée par un handicap, source de l'INSEE 2023. Pourtant, le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. En 2022, il était de 13% contre 7% pour les personnes valides, d'après DARES, le ministère du Travail. Les raisons à cela sont multiples. D'abord, nous avons le manque d'aménagement, puis ensuite les recruteurs peu formés, la méconnaissance des aides et parfois, malheureusement, de la discrimination. Mais il y a aussi une autre réalité, une réalité qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas, dont on ne se préoccupe pas, on se censure nous-mêmes. On pense qu'on n'a pas le niveau, qu'on ne tiendra pas, qu'on ne mérite pas de gagner plus. Ce genre d'idées, qui deviennent des croyances ancrées en soi au fil du temps, nous viennent généralement et malheureusement très souvent de notre entourage, de nos proches, voire très proches comme notre propre famille. La semaine dernière, dans le premier épisode de cette série Handicap et indépendance financière, je vous parlais de validisme. Eh bien, le validisme sociétal et parfois familial dans lequel nous vivons finit par se transformer en validisme intériorisé. Cela signifie qu'on finit par croire ce qu'on nous a dit et que l'on agit en conséquence. On nous a dit qu'il serait difficile pour nous de trouver du travail du fait de notre handicap, qu'on devra toujours travailler toujours plus que les autres pour y arriver, qu'aucun employeur ne voudra jamais nous embaucher du fait de notre handicap. Eh bien, on finit par y croire. Et on est comme attiré par des situations difficiles, des postes inadaptés. Ou bien on n'ose pas postuler, on est tellement persuadé qu'on n'y arrivera jamais. Et puis, il y a ce terrible entre-deux. On se sait capable, on a confiance en soi, mais pas assez pour postuler au bon poste, à ceux qui correspondent à nos compétences réelles. Résultat, on signe pour un emploi en deçà de nos compétences, souvent mal payé, où notre travail n'est pas reconnu et où, la plupart du temps, on nous fait comprendre que notre présence n'est pas vraiment souhaitée.
Cela était mon cas lorsque j'étais hôtesse de caisse, pardon, puis hôtesse d'accueil. Je crois que ces 2 postes étaient les pires que j'ai occupés. Ces postes n'étaient pas faits pour moi, tout simplement. J'avais des compétences pour faire des choses bien plus intéressantes et motivantes pour moi et qui pouvaient m'aider à aller plus vite et plus loin dans mes objectifs. Qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de dénigrer les métiers d'hôtesse de caisse et d'hôtesse d'accueil. Je dis simplement que ces 2 postes-là n'étaient pas faits pour moi. Sans le savoir, je souffrais de validisme intériorisé. Une part de moi était persuadée de ne pas être à la hauteur pour faire ce pourquoi j'étais qualifiée et même diplômée. J'avais peur d'être rejetée par des personnes du même niveau que moi du fait de mon handicap. Et puis, je vivais comme si vraiment aucun employeur ne voudrait m'embaucher parce que je suis handicapée. Donc, ces 2 postes-là, perçus par la grande majorité comme des emplois poubelles, hein, disons-le clairement, me semblaient adéquates, vu que je n'avais pas une très haute estime de moi-même. Et puis, là au moins, je gagnais de l'argent. C'était déjà ça. Je ne voulais surtout pas qu'on pense de moi que j'étais orgueilleuse, trop exigeante ou une assistée. Résultat, j'étais épuisée et mon état de santé ne faisait qu'empirer. Vous voyez, on a d'un côté nos propres idées reçues et craintes vis-à-vis du travail, pardon, et de l'autre côté, les employeurs qui ne veulent pas embaucher de personnes handicapées pour différentes raisons d'ailleurs. Les postes à pouvoir pourvoir pardon, inadaptés, les lieux de travail inaccessibles ou difficilement accessibles. C'est pourquoi il est très important de connaître la loi et ça nous mène tout naturellement à la partie 2 de cet épisode, ce que dit la loi. Depuis la loi du 11 février 2005, tout employeur public ou privé a l'obligation d'aménager le poste de travail d'un salarié handicapé. Il peut s'agir d'horaires adaptés, de télétravail partiel ou total, d'un matériel spécifique, d'un accompagnement particulier ou autre. Alors, bien entendu, pour aménager votre poste de travail, l'employeur reçoit une aide de l'État. En aucun cas, le coût total de l'aménagement du poste ne sort de sa poche, hein, rassurez-vous. Vous devez savoir ça, mesdames. Les employeurs qui embauchent une personne en situation de handicap en CDI a droit à cette aide. Il remplit un dossier avec la RQTH de l'employé, RQTH signifiant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et l'envoie à qui de droit. L'État lui verse ensuite une subvention pour aménager votre poste de travail. Donc, si vous avez besoin d'un siège ergonomique, par exemple, votre employeur doit vous le fournir. Et tant qu'à faire, sans râler ni essayer de vous faire culpabiliser ou changer d'avis. Concernant l'obligation d'emploi, la loi nous dit que tout employeur de plus de 20 salariés doit compter au moins 6% de personnes en situation de handicap dans ses effectifs. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il doit verser une contribution à l'AGFIP. C'est donc dans l'intérêt de l'entreprise de vous embaucher et de vous accompagner. À noter, le statut de travailleur handicapé. RQTH vous protège juridiquement sans que vous ayez à détailler votre pathologie. Toutefois, dans les faits, il arrive souvent qu'on vous demande d'une manière ou d'une autre la nature de votre handicap. Personnellement, lorsque je passais des entretiens, on m'a souvent demandé qu'est-ce qui vous est arrivé ou bien vous vous êtes fait mal. Lorsqu'on est en situation de handicap, on sait distinguer les choses. On n'est pas stupide, hein. On sait reconnaître l'inquiétude et la curiosité sincère qui sont saines et ça, du baratin, de la moquerie et du validisme, tout simplement. En général, dès l'entretien, on voit si le recruteur est à l'aise ou pas avec le handicap et plus important encore, si nos compétences vont prévaloir sur le reste. Personnellement, à chaque fois que j'ai passé un entretien d'embauche, je savais si ou non j'allais être embauchée ou pas et je savais pourquoi. Dans la majorité des cas, quand on m'a dit non, c'était du fait de mon handicap. Ce qui nous amène tout naturellement à la partie 3 de cet épisode, comment identifier un emploi qui vous convient. Peut-être que vous avez déjà entendu des phrases comme l'emploi idéal n'existe pas, il faut faire des concessions quand on veut travailler, ou encore le plus important c'est d'avoir un travail, hein. Je suis d'accord sur le fait qu'avoir une activité rémunérée est très importante et qu'avoir un emploi aide à maintenir un équilibre, de bonnes routines, tout en nourrissant sa vie sociale.
Oui, c'est important. Mais lorsque nous sommes en situation de handicap, on a aussi une autre priorité majeure qui s'appelle la santé. Voici donc une checklist simple et assez efficace pour trouver l'emploi qui vous convient. Petit 1, évaluez votre énergie et vos capacités. Est-ce que vous supportez de rester debout longtemps? Pouvez-vous travailler 3 heures d'affilée sans pause? Supportez-vous les environnements bruyants, lumineux? Petit 2, listez vos contraintes médicales. Est-ce que vous avez des soins réguliers? Est-ce que vous avez de la fatigue chronique? Est-ce que vous avez des troubles moteurs ou cognitifs? Petit 3, identifiez vos compétences et passions. Vous adorez écrire, écouter, organiser? Vous êtes à l'aise avec un ordinateur? Vous aimez le contact client, la création de contenu, les chiffres? Petit 4, listez les environnements favorables. Télétravail, temps partiel, temps plein, horaire souple, travail en indépendant. Répondez à ces questions-là, cochez les cases de façon objective et factuelle. Là encore, comme lorsque vous faites vos comptes, mesdames, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de vraie, de bonne ou de mauvaise réalité. Là, il s'agit de votre réalité, de votre pathologie, de votre handicap. Donc, vous y répondez sérieusement puisqu'il s'agira de votre emploi. L'objectif avec cette liste-là, c'est de créer votre propre fiche emploi idéale, quelque chose qu'on ne vous remettra pas entre les mains au Cap emploi, par exemple. Et c'est avec cette fiche emploi idéale que vous pourrez sélectionner le ou les postes auxquels vous allez postuler. En faisant cela, vous prenez les rênes de votre vie professionnelle. Et l'argent que vous gagnerez grâce à votre emploi aura une saveur différente parce que vous ne subirez pas votre quotidien. Vous aurez décidé de postuler pour tel poste car il répond à vos besoins d'argent, évidemment, mais aussi de carrière, de vie sociale, de santé et de bien-être. Pour vous aider à affiner votre recherche et à trouver le bon emploi pour vous, il existe quelques ressources. Voyons cela dans la partie 4 de cet épisode. Partie 4, les ressources à connaître absolument. Comme je viens de vous le dire, il existe quelques ressources à connaître pour trouver l'emploi qui vous correspond. On commence par l'AGFIP, qui propose des aides financières pour l'aménagement du poste, l'embauche ou le maintien dans l'emploi. Pour information, l'AGFIP est une association loi 1901 à but non lucratif et elle fait un tel travail qu'elle sert de référence concernant les besoins des personnes en situation de handicap à presque toutes les étapes de la vie. Vous trouverez le lien du site en dessous de cet épisode. Ressources suivantes, Cap Emploi. Il s'agit d'un réseau spécialisé dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Les agents de Cap Emploi proposent un accompagnement personnalisé. Mais il faut être honnête, on dirait parfois qu'ils essaient à tout prix de caser les personnes qu'ils reçoivent sur un poste ou une formation. Voilà. Le Cap Emploi, c'est censé être le France Travail des personnes en situation de handicap. Mais il n'y a pas que des lumières chez eux. Malheureusement, beaucoup partent du principe que si tu recherches un emploi, tu dois accepter ce qu'on te propose, même s'il s'agit de laveur de vitres et que tu n'as pas de bras. Je sais que l'exemple est extrême, hein, je force le trait volontairement, mais c'est ma manière de vous dire que quelle que soit la ressource, quelle que soit la porte à laquelle vous allez toquer, la porte que vous allez ouvrir ou qu'on va vous ouvrir, rappelez-vous que eux ne sont pas en situation de handicap. Eux ont déjà un travail et leur travail consiste à vous accompagner dans la recherche de votre emploi. Et vous voulez un emploi qui corresponde à vos besoins. Vous trouverez le lien du Cap Emploi en dessous de cet épisode. France Travail, Emploi et Handicap, vous y trouverez de nombreuses offres ciblées et la possibilité de bénéficier d'un conseiller dédié. Là encore, le nom a changé. Il y a quelque temps, ça s'appelait Pôle Emploi. Et même si des efforts sont faits, il vaut parfois mieux chercher par soi-même via leur fiche emploi. De toute façon, avec votre fiche emploi idéale que vous avez créée, vous y verrez plus clair quant à vos besoins et vous pourrez expliquer pourquoi vous refusez telle offre et pourquoi vous choisissez de vous orienter vers tel poste.
Là encore, l'idée, c'est d'être aux commandes de votre avenir professionnel, avec un autre point de vue que mon avenir financier en dépend. Il va de soi que gagner son propre argent, c'est le but, mais pas de n'importe quelle manière et pas en mettant en péril votre santé ni votre intégrité. Il y a une autre ressource, pardon, il s'agit du télétravail ou de l'entrepreneuriat adapté. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent du télétravail. Vous devez vous assurer que les entreprises et les offres existent réellement et que les postes en télétravail correspondent à vos compétences. Ou bien que vous pouvez acquérir ces compétences via une formation. Alors évidemment, on en a déjà parlé dans de précédents épisodes de ce podcast, quand je parle de formation, rappelez-vous que vous pouvez vous former gratuitement, parfois directement sur le site des entreprises, ça c'est un bon signe, ou bien via des contenus gratuits en ligne, ou encore grâce à des livres que vous pouvez emprunter à la bibliothèque, par exemple. Si votre handicap rend difficile l'emploi salarié, vous pouvez créer votre propre activité. En 2022, plus de 28 000 personnes en situation de handicap ont créé leur propre entreprise d'après l'APF France Handicap. Mais attention, vous le savez, personnellement, je ne vous vends pas du rêve. Je suis chef d'entreprise depuis 2014, donc depuis 11 ans, et je vous dis sincèrement, c'est difficile. C'est très très dur. L'une des choses les plus difficiles à mon sens, c'est la solitude de l'entrepreneur. Et c'est encore plus vrai quand on est en situation de handicap parce que notre santé ne nous permet pas toujours de sortir régulièrement, d'aller voir du monde, de participer à des tas d'événements. Même si on adorerait le faire, ce n'est pas toujours possible. À cela s'ajoute le manque d'accessibilité de certains événements, parfois les plus intéressants. Et d'un point de vue extérieur, nos efforts peuvent être considérés comme insuffisants. Personnellement, à chaque fois qu'on me dit que je ne fais pas assez, je me dis c'est le pompon. Mais parce que ça, c'est parce que les autres ne comprennent pas le handicap. On ne peut comprendre pas tant qu'on ne le vit pas. Si vous êtes tenté par l'entrepreneuriat, que vous avez envie de vous lancer, faites-vous accompagner. Accompagner, pardon. Contactez la GFIP, rendez-vous sur leur site et voyez tout ce qu'on peut vous proposer en termes d'accompagnement. Sachez qu'il existe beaucoup d'aides et beaucoup de subventions pour les femmes qui créent leur activité et pour les personnes en situation de handicap. Mais je veux que vous sachiez aussi une chose très, 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 très importante qui personnellement me fait toujours grincer les dents. Le focus est toujours mis sur la création et le lancement d'activités et ce que l'on soit en situation de handicap ou pas. Ensuite, une fois que votre activité est lancée, honnêtement, vous devrez vous débrouiller. Vous allez devoir composer avec vos impératifs de chef d'entreprise et votre santé. Si en plus vous êtes chef de famille, cela entrera en ligne de compte. Je n'essaie absolument pas de vous décourager, je veux juste que vous sachiez où vous mettez les pieds. De prime abord, l'entrepreneuriat a l'air génial, mais en réalité, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail pour peu de reconnaissance et une réussite au ralenti, entre guillemets, quand on est en situation de handicap. Finalement, comme pour tout le monde, tu dois faire des choix pour ton avenir professionnel. Tu vas décider, avec ta fiche emploi idéal, ce qui te correspond le mieux. Et tu vas choisir entre salariat et entrepreneuriat. Et évidemment, comme pour tout le monde, tu as tout à fait le droit de te tromper, de changer d'avis, de vouloir arrêter ou de tout recommencer. Ça, c'est normal et c'est sain. Tout ça, tous les aléas de la vie professionnelle sont la preuve que tu vis. C'est plus que essayer, c'est vivre et que tu n'attends pas sur le bas-côté de la vie. Tu sais, là où les gens aimeraient que tu restes. Tu n'es pas à l'arrêt. Avec cet épisode, tu apprends comment bien choisir où mettre ton énergie si précieuse pour trouver l'emploi parfait pour toi. Passons maintenant à la partie 5 de cet épisode, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Tu vois, ce n'est pas parce que tu vis avec un handicap que tu dois te contenter d'un emploi par défaut. Tu as le droit, toi aussi, à une vie professionnelle stable, adaptée et épanouissante. Ce que tu dois retenir de cet épisode, la loi est de ton côté. Il existe des dispositifs spécifiques pour t'aider. Tu peux créer un parcours professionnel à ton image. Tu as de la valeur, des compétences et une légitimité pleine et entière. Avoir un emploi, c'est avoir tes propres revenus et donc avoir un plus grand sentiment de liberté et de légitimité.
Pour autant, si tu ne trouves pas ton emploi tout de suite ou si tu passes pardon, d'un emploi à un autre, ce n'est pas grave. C'est juste le signe que tu es en vie, que tu apprends et que tu es aux commandes de ta vie professionnelle. Passons maintenant au défi de la semaine. Pour ce défi, je veux que tu rédiges ta fiche emploi idéal. Prends de quoi écrire et liste ce que tu veux, ce que tu ne veux absolument pas ou absolument plus, ce dont tu as besoin. Et si tu veux aller plus loin, explore les sites que je t'ai cités et abonne-toi euh, à ce podcast. Parce que dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet fort et sans filtre, les pires conseils donnés aux personnes handicapées sur l'argent. Un épisode coup de poing pour démolir les idées reçues et reprendre le pouvoir sur son argent, reprendre ou prendre en main ta souveraineté financière. Nous nous retrouvons donc mardi prochain, ici même, à 14 heures. D'ici là, prends grand soin de toi, de ton énergie et de tes finances. Tu mérites d'être bien dans tous les aspects de ta vie. Et rappelle-toi, la réussite est entre tes mains. Bye bye!